En communisme, qui produit quoi et comment? Et surtout, qui décide de tout cela? Soviet suprême ou anarchisme des bois? Après les deux premières vidéos qui introduisaient le sujet du communisme désirable, voici la première d'une série de 8 vidéos répondant à des questions concrètes. Celle-ci portera sur le mode de décision de la production des biens et des services. Dans le monde capitaliste, plein de gens sont susceptibles d'améliorer le sort de la collectivité par leur entreprise. Mais ils en sont empêchés parce qu'ils n'ont pas accès à la chose la plus importante, le capital. Or, le capital, sa base, c'est la propriété privée. Je devrais sans doute faire une vidéo complète sur les défauts de la propriété privée. Mais de manière très simplifiée, je me contente ici de rappeler que la propriété privée, bien plus que d'être à chacun le droit de jouir de ses biens, est surtout l'interdiction pour les autres en tant que collectivité de disposer de biens qui pourraient mieux servir à tous et à chacun. Les banques et le crédit sont réservés en priorité à ceux qui disposent déjà de quoi entreprendre. L'accès au crédit est toujours restreint pour les petits entrepreneurs. Et si jamais ça se présente mal pour eux, les banques coupent les robinets et récupèrent les restes. Dernière petite précaution oratoire avant de répondre franchement. Tout lecteur des bons vieux penseurs de l'anarchie connaît déjà ce qui va suivre. Eux-mêmes s'inspiraient des organisations plus ou moins démocratiques, plus ou moins égalitaires qui existent parfois encore, que ce soit dans des localités médiévales ou dans des populations natives en Amérique du Nord par exemple. Ni Lordon ni Bookchin ne sont les inventeurs de ce qui suit. Le mode de décision proposé ici repose sur des conseils ou cercles ou collectifs, comité, commissariat, compagnie, qu'importe les noms. Pour cette vidéo, j'utiliserai le mot « cercle », mais sans chercher à l'imposer. Disons que le mot « cercle » a l'avantage de rappeler qu'en son sein, chaque individu y est égal, qu'importe qui il est avant d'y entrer. Chaque cercle se fait et se défait en fonction des nécessités démocratiques et productives. Il réunit un ensemble de personnes qui prendront des décisions sur des sujets qui les concernent. Ce concerne peut signifier qu'ils vivent à proximité du lieu de production, ou qu'ils exercent une profession liée à cette production, ou qu'ils possèdent une expertise dans le domaine, ou tout simplement qu'ils ont été désignés par un processus démocratique pour participer à une ou plusieurs réunions. S'il s'agit de l'ouverture d'une librairie qui produit le service de distribution de livres, on aura besoin de réunir des représentants de la localité où le projet devrait s'installer. Ensuite, des représentants directement concernés par la production ou la distribution de la production envisagée. Des libraires de la région, des représentants des plateformes de distribution de livres, des bibliothécaires, un représentant des commerçants du quartier, puis toute personne des environs à qui le projet aura été annoncé et qui aura manifesté son intérêt ou au contraire des réticences. On peut imaginer que des cercles exercent plusieurs charges différentes, mais la garantie nécessitée par la démocratie, c'est qu'ils ne doivent pas prétendre à se maintenir. Un cercle n'a pas vocation à persister plus que le temps nécessaire pour accomplir la tâche pour laquelle il a été mis sur pied. Certains cercles se forment lorsqu'une personne aspire à lancer une activité productive ou bien lorsqu'une collectivité se rend compte, à l'inverse, qu'elle manque d'une production. Dans le premier cas, donc, on a une personne, un individu ou une association d'individus qui désire lancer une production. Il propose une offre. Et dans le second cas, on a une collectivité, une ville, un village, une région, un pays, qui se rend compte qu'elle manque de quelque chose. Elle est en demande. Offre et demande n'ont donc pas disparu. Elles se retrouvent sur les marchés, dont je parlerai dans la 5e vidéo de cette série. Un système de formation de cercle se déclenchera dès qu'une initiative économique se manifestera. Soit du désir de produire une offre, donc de l'initiative de la personne qui veut se lancer dans une activité, un atelier, un commerce, une fabrique, un verger, une carrière, ou par besoin d'assouvir une demande de la part d'une collectivité. Une commune qui a besoin de plus de boulangers, de maçons, d'informaticiens ou de médecins, une ville qui cherche à améliorer son réseau de communication ou à augmenter le nombre de logements disponibles, une région qui veut transformer son réseau routier en réseau ferré, ou une collectivité plus large encore qui aimerait développer des associations pour organiser des voyages ou des échanges d'étudiants, des recherches scientifiques ou des combinaisons de production. Dans les deux cas, des cercles seront formés par les parties concernées, par ceux qui produisent et par ceux qui pourront consommer la production. Et cela signifiera beaucoup de monde en fait. Pour résumer donc, en tout cas c'est comme ça que je l'envisage, un cercle pour la pertinence, un cercle pour la faisabilité, un cercle pour le financement. Autrement dit, un cercle qui vérifie que l'étude de cas est bien utile pour là où les collectivités concernées, un cercle qui étudie la proposition d'offre ou comment satisfaire la demande, et enfin, un cercle qui organise dans le temps le financement par subventionnement de l'activité. Dans certains cas plus simples, les cercles faisabilité et pertinence pourraient être confondus quand il s'agit simplement d'établir une librairie ou de restaurer une maison. Si on planifie des travaux sur une route devenue trop vieille entre deux localités, ce sont les représentants de ces deux-ci qui devront être réunis, peut-être en plusieurs fois.
séparément puis ensemble, et sans doute des cercles venant des localités qui se situent dans les environs de la route. On réunira des spécialistes, ingénieurs et promoteurs qui s'interrogeront sur les moyens à mettre en œuvre, mais aussi sur les éventuelles alternatives à la restauration de la route. Peut-être serait-il plus avantageux de la remplacer par d'autres voies de communication moins polluantes, comme le rail, ou de promouvoir l'utilisation d'autres voies déjà existantes. Et alors, on inviterait les parties en présence à réfléchir à ce qu'on ferait de la vieille route. L'un des nombreux avantages du communisme, c'est que les entrepreneurs en construction, n'étant pas motivés par le profit, parleront en toute transparence des intérêts et des inconvénients de chaque alternative. Ils pourront choisir le candidat le mieux préparé à la situation pour se lancer dans les travaux, ou s'associer pour distribuer le travail. Ils sauront dire quelle personne engager pour réaliser un travail sans avoir besoin d'exploiter de la main-d'œuvre au noir, puisque chaque individu a déjà la garantie de son revenu, quelle que soit son activité. Enfin, on pourra choisir les solutions qui prennent en compte les externalités sur l'ensemble de l'environnement. Mettons par exemple que l'on propose un matériau moins polluant, certes plus cher qu'un matériau traditionnel, mais qui à terme s'avérerait plus écologique. Ce n'est pas le rapport qualité-prix qui décidera pour les intervenants, mais la meilleure solution pour réduire le travail et l'impact sur l'environnement. On cherchera ensuite la disponibilité du matériau en question sur le marché le plus large possible, grâce aux plateformes de distribution. Et ici aussi, on privilégiera la production qui exige le moins d'énergie, le moins de pollution possible. Sur la garantie du revenu, vous voyez les deuxième et quatrième vidéos, celle sur la distribution et celle sur les financements. Sur les subventions, vous voyez surtout la quatrième, sur le marché, la cinquième vidéo. Dès que toutes ces vidéos seront terminées, je les ajouterai dans les crédits ci-dessous. Une fois le projet reconnu d'intérêt public, le troisième cercle établira, et de nouveau en toute transparence, un plan de subventionnement, dont l'objectif sera de rendre service à la population et non pas de faire du profit. On n'y visera pas les 5 ou 10% de dividendes par an, mais la plus-value à la collectivité et la réduction au maximum des retombées polluantes. Les éléments considérés par la comptabilité seront le rapport entre les bienfaits à la collectivité et le travail et les externalités. Mais comment imaginer qu'une activité économique ne produit pas de profit? Comment rembourser le crédit? La réponse à cette question, bien légitime, se trouve principalement dans la quatrième vidéo sur le subventionnement. Peut-être que certains d'entre vous, voyant le terme subventionnement, auront déjà saisi que le principe du remboursement du crédit n'a plus beaucoup de sens. Voilà pour la théorie. Ce type de cercle de décision se multipliera et une grande partie du temps théoriquement de tout le monde, en tout cas du plus grand nombre possible, sera consacrée à la participation à ces cercles. Nous sommes tous ou presque tous à la fois des spécialistes dans un ou plusieurs domaines et concernés par des projets de production ou de distribution. Comme on le verra dans les vidéos sur la division du travail, sur la distribution des produits et services, du marché et de l'argent, le temps n'est plus un vrai problème puisque le chômage tel que nous le connaissons n'existe plus. Dans un monde communiste, sans concurrence, sans pression sur le travail, le temps de travail de chacun est fortement réduit. La pression sur le travail doit disparaître pour construire une société qui vise le bien-être et non la performance. Il n'est pas normal d'avoir des enseignants ravis à l'idée de l'arrivée du mois de juillet, des soignants sur les genoux même quand il n'y a pas de crise sanitaire, des travailleurs au noir dans la moitié des activités économiques, y compris dans les établissements publics, des artistes qui pensent d'abord à l'aspect commercial de leur activité, ou des plans de formation tournés vers les parts de marché avant de penser qualité. Sur un plan large, le profit doit cesser d'être la priorité. Le rapport qualité-prix, la concurrence, la loi de l'offre et de la demande, tout cela doit disparaître. On ne devrait plus jamais obliger la population entière d'un pays ou d'une région à faire de la monoculture dans des conditions dégueulasses sous prétexte qu'il existe une autre population dans une autre région qui est prête à le faire dans des conditions identiques. En communisme, on fera tous un peu quelque chose que l'on appelle de la politique, c'est-à-dire participer à des discussions, des délibérations autour des nécessités de la collectivité. Cela voudra dire sur des questions de relations entre collectivités comme de règlement de problèmes locaux, mais donc aussi sur des questions économiques. Chacun d'entre nous passera, mettons, un 7e ou un 6e ou un 5e de son temps de travail à discuter du bien fondé des projets de production. On travaillera 2 ou 3 jours par semaine et on aura le reste du temps pour profiter de loisirs culturels, sociaux ou purement ludiques. La classe politique que nous connaissons aujourd'hui disparaîtra puisque ses membres deviendront en partie producteurs et tous les producteurs de biens et de services deviendront en partie politiques. Regardez l'excellente émission de Terry Jones sur les Medieval Lives, en particulier la partie sur les paysans. Terry Jones, membre des Monty Pythons, est aussi historien. Il a dégoté un village en Angleterre où certaines décisions, en l'occurrence de justice, se prennent encore par voie de conseil local. Pas de hiérarchie, pas de police, pas d'autorité permanente. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, vous verrez que c'est encore fort masculin comme assemblée, et ça a une portée très limitée. Mais il n'y a aucune raison qu'on limite ce genre d'assemblée à des éléments périphériques de la vie sociale. Les Medieval Lives se trouvent en anglais sur YouTube et sont traduites en français sur Dailymotion. Au passage, je vous conseille à peu près tout ce que Terry Jones a pu faire dans sa vie. Oyez, 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 nous procédons à l'ouverture du cercle de discussion Travaux publics de la commune de Porquet-sur-Bièvre.
Alors Jérémy, quel est l'ordre du jour? Jérémy, le camarade Jérémy, c'est le secrétaire tournant de ce 31 août. Il est artisan vitrier. À sa gauche, il y a Mado. La camarade Mado, elle est maître d'œuvre. Mousse aussi. Gaël, Jean Ederne et Myriam sont représentants effectifs de la commune. Leurs 3 successeurs désignés sont présents aussi. Ils sont présents pour se mettre au jus de ce qu'ils devront faire quand ils remplaceront Gaël et les autres. Bon, camarade Jérémy, disais-je... Ah, aujourd'hui, il y a la famille des 2 gars Gonzalez qui s'en vont. Ils ont trouvé une maison plus près de leur boulot à Cambrai. C'est à peu près la même surface qu'ils auront là-bas, avec même une 3e chambre pour le gamin qui arrive. Super, je suis content pour eux, j'espère qu'ils nous donneront des nouvelles. Oui, je sais pas. Oui, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que le communisme va nous rendre tous amis et qu'on va aplanir tous les problèmes dans le monde. Il y a de bonnes chances pour que les motivations de départ soient au moins autant des problèmes de relations sociales que de désir de réduire notre empreinte écologique ou de se faciliter la vie. Jérémy, je t'ai coupé, désolé, c'était pour la vidéo. Pas de blême. Mais donc, le cadre de la rue de Nice est libre, là. On est allé voir, avec Mado, Mousse et Gaël, la maison au moment de leur départ. Bon, ils sont restés 10 ans, il y a des trucs à refaire, c'est normal. Mado et Mousse nous ont fait une liste, là. Ce n'est pas à la famille qui s'en va de s'occuper de cela. Ils étaient juste possesseurs de l'endroit. Ils s'en sont occupés pendant 10 ans, et quand ils avaient besoin de retaper un truc ou l'autre, ils faisaient appel à la caisse de subventionnement pour acheter la peinture, les clous, l'entreprise d'isolation. Mais ici, c'est à la collectivité, à la commune de s'occuper des gros travaux pour prolonger la vie de la maison. Ici, Mado donne la liste des actes qu'elle et Mousse estiment nécessaires pour remettre la maison en état, l'améliorer, la rendre moins polluante, l'adapter au prochain possesseur. Dans le cadre de ces cercles, on s'occupera d'identifier les besoins de ces travaux, de signaler les possibilités existantes sur le marché, de proposer des moyens pour les mettre en œuvre, ce qui pourrait mener à la formation d'autres cercles, et last but not least, prendre en compte les externalités, c'est-à-dire les conséquences des travaux sur l'environnement extérieur. Dans l'exemple pris ici, la pertinence et la faisabilité ont été traitées sans doute par le même cercle. Il évaluera les subventions nécessaires, lesquelles serviront à payer les entreprises impliquées. Et donc, un autre cercle sera chargé d'organiser le plan de subventionnement, lequel pourra évidemment être revu en cas d'imprévu. Voilà, alors Christo m'a demandé comment les membres de ces cercles seraient choisis. Élection, tirage au sort, acclamation, démocratie directe... Peut-être un mélange de tout ça, mais je ne voudrais pas déterminer un processus démocratique tout seul. Le plus logique, à mes yeux, c'est que les représentants des corps de métier concernés se proposeront d'eux-mêmes, à moins qu'ils ne soient désignés par les assemblées locales, ou tirés au sort. Quant aux délégués communaux, le plus logique serait qu'ils tournent par tirage au sort, parmi les volontaires, ou simplement par désignation successive. Mais qui désigne? L'ordre alphabétique? Ou l'ordre inverse, ou la date de naissance dans l'année? Ça peut être n'importe quoi, a priori, du moment que tout le monde ait accès au processus. Les occasions de former ce type de cercle seront nombreuses. Nous serons tous sollicités pour faire partie de plusieurs cercles par mois et même par semaine. On se déplacera de temps en temps au nom d'une collectivité pour la représenter auprès d'autres collectivités. Il y aura des cercles plus restreints, d'autres plus larges suivant l'importance des sujets, et sûrement des cercles d'appel quand une décision sera contestée. On verra aussi des niveaux concentriques de cercles locaux, régionaux, interrégionaux, nationaux, internationaux. Ou parlera-t-on de districts, provinces, régions ou départements? Beaucoup de monde est encore attaché à certains mots comme nation. Il sera difficile de mettre tout le monde d'accord dessus. La nation est un lieu historique de la création de démocratie au sens bourgeois du terme. Il a été récupéré par de nombreuses tentatives de révolution qu'on pourrait qualifier de gauche. En Russie, à Cuba, au Venezuela, au Chili, au Chiapas, en Catalogne. Pour beaucoup de monde, cette question est importante. Le problème, c'est que ce genre de discussion mène à des dissensions parce qu'on y accorde précisément beaucoup d'importance. Et qui osera ôter aux apatistes le droit de fonder leur indépendance sur la nation? Pas moi en tout cas. Et en ce qui concerne le mode de décision? Ici aussi, les solutions devraient être mouvantes et diverses. À cet égard, je me dois de vous conseiller le livre de David Van Rebo, Contre les élections. S'il y a des élections, doivent-elles être à vote secret? Peut-on imaginer des élections sans mandat impératif ni possibilité de révocation? Au principe de la délibération ouverte, on opposera que certains n'ont pas de problème à parler en public, d'autres bien. Pour régler cela, les décisions ou désignations pourraient se faire au sein de cercles assemblés par affinité. Ça aidera les plus timides à se forger une aisance à la discussion. Voilà, je n'ai pas voulu aller ici trop avant dans le processus, comme il le faudrait sans doute, mais il y aura d'autres vidéos. Et puis je ne voudrais pas faire croire que tout est fixé. Tout est décidé avant même que nous nous organisions. La fabrication d'un système démocratique, c'est le fait de nouveau de collectivité. Pas de Lordon, pas de Bookchin, pas de Frio, et encore moins de moi. On reviendra aussi dans les autres vidéos sur ce qui remplace la propriété, sur la place des marchés et de l'argent, sur le subventionnement. Il y a encore d'autres problèmes, comme celui de la motivation. Pour pas mal de monde, la concurrence, les inégalités, la possibilité de s'enrichir, la course au mérite sont les seules choses qui font tourner le monde. Mais la réalité historique montre le contraire. Les processus menés par ces valeurs sont en réalité assez récents et ne sont même pas sociologiquement dominants dans les relations quotidiennes. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, peut-être via vos questions, que j'attends ci-dessous bien sûr.
Et à propos, n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas fait, de sélectionner la cloche pour les vidéos suivantes et surtout de partager. Plus j'aurai l'occasion d'avoir de discussions, plus ces vidéos s'enrichiront.